Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale concernant une stratégie dividende mensuelle. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le tableau qui est ici avec la validation des critères qui se trouve ici en haut à droite. Plus les critères seront invalidés, plus nous allons aller vers du rouge, et plus ils seront valides, plus nous irons vers du vert. Mais tout d'abord, commençons par détailler cette stratégie à dividende mensuelle. Et dans cette stratégie à dividende mensuel, vous commencez tout d'abord par définir vos objectifs. Les objectifs d'une stratégie à dividende, c'est d'obtenir une rente, des revenus réguliers et de pouvoir réinvestir sans vendre. Ça, c'est global, commun à toutes les stratégies à dividende. Mais en plus, là, vous allez rajouter pour cette stratégie à dividende mensuelle le fait d'obtenir des revenus équivalents chaque mois et d'avoir une gestion des finances qui est facilitée. C'est ce que vous recherchez avec ça. Attention tout de même avec cette stratégie, il y a toujours des points d'attention. Dans les points d'attention, il y en a plusieurs, vous en avez 3 qui sont communs à toutes ces stratégies à dividende, donc la performance et le cours de bourse qui est à faire attention, car effectivement, vous allez prendre de la valeur de l'entreprise en retirant ce dividende, en le donnant aux actionnaires, et donc il faut faire attention à ce que l'entreprise continue à créer de la valeur, à pouvoir réinvestir, à pouvoir faire tout ça. Vous allez avoir la pérennité du dividende, puisque ce dividende, effectivement, c'est pas parce qu'une année, une entreprise a versé un dividende aux actionnaires qu'elle est obligée de en verser à vive aeternam. Donc attention à cette pérennité. Et la capacité de distribution de la société va revenir avec ce qu'on a dit un peu avant. Il faut s'assurer qu'effectivement, ce dividende puisse être versé et que la société va continuer à le verser avec, du coup, c'est pour ça que nous regardons notamment le ratio de distribution ici, qui est important pour savoir à quel point l'entreprise fait attention à sa santé financière et ne s'endette pas pour verser des dividendes aux actionnaires. En plus de ça, du coup, si on prend les caractéristiques pour une stratégie à dividende mensuel, ce qu'on va avoir comme point d'attention qui vont apparaître en plus, c'est le fait que chaque mois, il y a une proportion inégale de sociétés qui versent un dividende. Donc effectivement, dans vos choix de société, vous allez vous retrouver avec moins de sociétés convenables sur un mois. Donc par exemple, sur le mois de janvier, si vous avez très peu de sociétés, il faut faire attention parce que du coup, elles vont peut-être pas vous plaire, elles vont peut-être pas correspondre à vos critères. Et donc du coup, c'est quand même des points d'attention à faire parce que peut-être que dans votre choix de stratégie à dividende mensuel, il faut privilégier de se dire pendant un mois je ne reçois pas de dividende parce que j'ai pas trouvé, ou je reçois moins de dividendes parce que je n'ai pas trouvé suffisamment de sociétés qui m'intéressent par rapport à mes critères. Et la dernière chose à faire attention, c'est la variabilité de la date de paiement du dividende. Alors soit vous pouvez vous baser sur la date de paiement du dividende, soit vous basez sur la date de détachement du dividende. Mais si vous voulez des revenus, c'est surtout la date de paiement du dividende. Et ça, sachez que la société, elle peut la modifier. Ça arrive régulièrement, on le voit. Donc du coup, il faut faire attention aussi à ça. Bien entendu, après, en dernier lieu, vous avez toujours des choix stratégiques à faire et à définir, et ça c'est valable un peu pour toutes les stratégies, que ce soit à dividende et même pas que. Est-ce que vous partez sur du dollar cost averaging, c'est-à-dire verser régulièrement des montants qui eux aussi varient assez peu généralement, après tout ça dépend de votre stratégie, mais en tout cas moyenner, on va dire, que ça soit à la baisse ou à la hausse, peu importe ce que font les cours des actions. Est-ce que vous jouez un peu sur le timing, c'est-à-dire que vous pouvez être sur une stratégie globale DCA sur votre portefeuille, mais jouer sur le timing des entreprises et investir selon des critères sur les entreprises qui sont soit en train de rebondir, soit celles qui ont effectivement moins performé parce que vous estimez que vous allez avoir un prix d'achat qui va être plus faible sur ces valeurs. À vous de voir, où vous pouvez virer cette partie timing et juste faire du dollar cost averaging sur toutes vos actions. Et vous pouvez aussi, d'un point de vue timing, faire en sorte que les dividendes reçus par l'entreprise le mois d'avant arrivent sur l'entreprise qui va verser le mois d'après, et ainsi de suite. Et comme ça, vous réfléchissez pas, c'est de mois après mois que vous investissez sur les entreprises. Voilà. Toute stratégie, tout choix à faire, il y en a plein ici. La durée de vos investissements, bien sûr, privilégiez du long terme au niveau de votre vision globale, mais bien sûr, si vous partez sur du timing ou si vous partez sur des critères d'achat, de vente, il est intéressant effectivement de pouvoir supprimer en fonction des points d'attention et des critères que vous avez, des sociétés qui ne correspondraient plus à votre stratégie à dividende mensuel. Et donc, par contre, au niveau global de votre portefeuille, je vous conseille largement une durée d'investissement long terme.
Le PEA, le CTO, est-ce que vous voulez investir que sur des entreprises dont les sièges sociaux sont dans l'Union européenne, ou est-ce que vous pouvez partir du côté des États-Unis normalement avec un CTO? Attention, le CTO, si vous faites des achats-reventes et même sur les dividendes, vous allez payer plus d'impôts que sur PEA ou sur PEA. Tant que vous ne retirez pas d'argent de votre PEA, il n'y a pas d'impôt qui est appliqué. Bien sûr, après, il y a les impôts à la source selon les pays qui versent les dividendes, mais sur le PEA, ce sera que les 17,2% quand vous retirez, alors que sur CTO, c'est les 30% d'imposition. Et enfin, vous allez arriver avec les critères, ça va avec les critères dont on a parlé avant, la sélection d'achat et d'ETF. Alors j'ai mis quand même les ETF ici, je vous avoue qu'il en existe de plus en plus et que je n'ai pas regardé s'il y en a qui répondent soit à une stratégie comme ça, soit à une stratégie de versement d'un dividende sur un mois en particulier. Je ne pense pas trop que vous pouvez faire cette telle stratégie avec des ETF, mais néanmoins, ça peut toujours être intéressant d'investir dans des ETF, au moins pour une autre stratégie. Mais là, c'est surtout une sélection d'actions, et pensez bien à vos critères de sélection d'actions et aussi de diversification. Diversification, c'est est-ce que vous prenez une seule entreprise par mois, 2 entreprises par mois, plus autres critères. Tout ça, c'est à définir. Pour la vidéo d'aujourd'hui, revenons sur le calendrier des dividendes. J'ai pris le mois de septembre et j'ai rajouté quelques jours, tout simplement parce que vous allez voir qu'il me manquait une entreprise. J'ai filtré sur les différentes grandes entreprises, grands pays européens, afin de trouver des entreprises européennes éligibles au PEA, et j'ai pris comme importance les 2 plus grandes importances mis sur ce site. Cela nous donne donc la liste d'entreprises. Nous avons déjà vu Prosus dans une précédente vidéo. Nous avons fait aussi une vidéo avec ST Microelectronics, Total Energy et Ebro Foods. Et maintenant, nous avons Randstad Holding que nous allons voir dans cette vidéo, qui a une date de détachement du dividende à la fin du mois de septembre et un paiement au début du mois d'octobre. La même chose pour Etablissement France Colorit, donc c'est Colorit, c'est plutôt connu comme sur ce nom-là. Donc pareil, une date de détachement du dividende fin septembre et un paiement début octobre. Et comme il me manque une entreprise, j'en ai pris une début octobre et je suis tombé sur Ella, qui a une date de détachement début octobre et qui a un paiement juste après début octobre. Commençons donc par Randstad Holding de suite. Et Randstad, c'est un groupe d'entreprises néerlandaises dans le domaine de l'intérim, des services en ressources humaines. Elle a été fondée en 1960, cette société, aux Pays-Bas, et elle opère dans une quarantaine de pays. Chaque jour, plus de 500 000 intérimaires travaillent dans des entreprises par l'intermédiaire de cette société. Dans le monde, Randstad dispose de plus de 4500 agences. Au niveau mondial, c'est tout simplement le plus grand groupe de services en ressources humaines après AIS, Michael Page, Labor Opus et Korn Ferry. La première place occupée par l'entreprise suisse Adecco. Si on va voir plus en détail pour ce numéro 1 mondial des prestations de services en ressources humaines, la répartition du chiffre d'affaires par activité. Tout d'abord, on trouve le placement de personnel généraliste en dehors des secteurs classiques pour à peu près la moitié. Là, on parle de personnel administratif, de l'industrie légère, des secteurs de la logistique. Ensuite, c'est le placement de personnel généraliste en provenance d'agences sur site, donc 24% du chiffre d'affaires. Là, c'est des clients dans les secteurs des biens de consommation, de l'automobile, des sciences de la vie, par exemple. Ensuite, le placement de personnel spécialisé pour 21,3% du chiffre d'affaires. Donc là, ce sont des professionnels de haut niveau expérimentés dans les secteurs de l'informatique, l'ingénierie, le commerce, la santé. Et vous voyez qu'en outre, le groupe, il propose des prestations de services à destination du personnel permanent des clients, prestations de remplacement, de réinsertion et la gestion des salaires. Et 5% d'autres du chiffre d'affaires est fait avec d'autres activités. La répartition géographique du chiffre d'affaires, vous voyez que c'est presque 14% du côté des Pays-Bas, un peu plus de 14% en France, 8% du côté de l'Italie, 7,7% en Allemagne, la Belgique et le Luxembourg représentent 6,5%, ensuite on trouve l'Ibérie à 6%, l'Europe à 9,4%, l'Amérique du Nord à 18,5% et encore 15% autres. Au niveau de la répartition géographique, ça parle d'elle-même, une grande diversification géographique. Au niveau des activités, il y a une grande diversification des activités, et comme nous l'avons vu, l'entreprise est bien implantée depuis bien longtemps et est un leader mondial. C'est donc du vert pour le premier critère, pas de problème là-dessus, et vous avez le site pour aller voir plus en détail si vous le souhaitez.
La capitalisation boursière pour Randstad, elle est affichée ici à 8,609 billions, donc milliards d'euros pour cette société du côté d'Amsterdam, et donc du coup c'est une grosse capitalisation boursière du Stoxx Europe 600, c'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du net income, donc du résultat net en orange sur le graphique ici, et le total revenu correspond au chiffre d'affaires. Nous nous concentrons sur les 5 dernières années, donc à partir de 2017 ici. Cela se voit pas complètement à l'œil nu, mais on voit qu'on part en 2017 de 631,40 millions et pour arriver à 606 millions en 2019 et arriver à 768 millions en 2021. Donc globalement, eh bien, c'est haussier. On voit que c'est pas complètement haussier puisque ça a même descendu entre 2019 et 2017 par exemple, ça descend encore en 2020. Donc c'est globalement haussier, mais pas tout le temps. C'est donc un critère en vert clair. Pour la suite, on peut voir ici au niveau des estimations orange et du reporté en bleu, le bénéfice par action, et on voit que en 2022, 2023, 2024, et ben tout ça, ça a l'air de faire une sorte de plateau sans trop d'augmentation. Ça augmente un petit peu, mais c'est vraiment très léger par rapport à l'année 2021. Bien sûr, ce sont que des estimations. Et on voit que cette tendance vert clair, eh bien, elle pourrait finalement pas être tant vert clair que ça à l'avenir, mais plutôt osciller entre peut-être du vert clair et du jaune. Cela se voit pareil au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau du chiffre d'affaires, nous avons les estimations en violet ici et le reporté en bleu, et on voit effectivement que ce plateau, un peu plus haussier peut-être, mais ça ressemble un peu à un plateau haussier ou une faible hausse en tout cas. Donc un critère en vert clair qui pourrait rester en vert clair ou passer en jaune en fonction des différentes années et des différents vrais reports résultats reportés qui sont faits. Côté cours de bourse, il s'affiche en rouge ici. Néanmoins, on ne voit pas une baisse flagrante puisqu'effectivement, c'est 5,51% de baisse sur 5 ans, donc un peu plus de 1% de baisse par année. C'est vraiment une faible baisse. Et si on prend à partir de début septembre 2019, nous avons là 6,53% de hausse cette fois-ci. Donc du coup, une toute petite hausse sur 3 ans, une toute petite baisse sur 5 ans, c'est vraiment un peu comme les résultats, ou en tout cas les estimations de résultats, très neutre, très moyen, c'est donc un critère en jaune. Le PE, le PER, vous le voyez affiché ici à 10,02, cet indice de cherté. C'est un indice de cherté qui se situe donc dans notre zone entre 10 et 17. C'est la zone très intéressante d'un indice de cherté, même s'il est encore plus intéressant inférieur à 10. Et c'est la zone que nous mettons en vert clair. Néanmoins, à noter qu'il suffirait qu'une toute petite baisse du cours de bourse ou de résultats un peu plus bénéfiques pour changer de zone. Là, on est tellement proche de la zone en vert. Néanmoins, nous mettons du vert clair. Passons au côté dividende, et le premier critère sur le dividende, c'est l'évolution du dividende. On voit le dividende par action ici en bleu sur le graphique. Alors attention au niveau des années, c'est décalé d'un an dans le sens où c'est l'année fiscale où il est décidé ce dividende, mais pas l'année où il est versé, et il faut le décaler d'un an. Donc c'est-à-dire que ce dividende ici de 5 € par action est versé en 2022 par exemple. Et donc on voit effectivement que le dividende a été coupé en 2020 si on décale les années au niveau du versement. Ce dividende, malgré cette coupure, cette interruption ici, si on prend entre l'année 2017 ou 2018 de versement et l'année actuelle, eh bien, on voit que c'est en augmentation. Ça se voit à l'œil nu. Mais globalement, comme il y a cette coupure, c'est une augmentation globalement, mais pas tout le temps. Et c'est donc un critère en clair. Le rendement de ce dividende, il est très élevé parce qu'il s'affiche ici à 10,68% avec le cours de bourse actuel. C'est donc un dividende qui est très largement au-dessus des 3%, et donc un dividende que nous pouvons mettre largement dans notre zone en verte. Et associé à ce dividende qui est très gros, voici ici la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution, et vous voyez les résultats. Sur 2020, c'est là où il y a eu la coupure, ça devrait pas être 4%, ça devrait être 0, d'indiquer ici. Et sinon, sur les autres années, eh bien, nous voyons 2 années dans notre zone en vert et 2 années dans notre zone en jaune. Dans tous les cas, ça a l'air d'être vraiment bien maîtrisé. Si on fait un peu la moyenne de tout ça, ça nous fait 3 années en tout en vert avec celle en coupure et 2 années dans notre zone moyenne en jaune. On peut donc mettre du vert clair. C'est un ratio de distribution qui est relativement bien géré pour cette entreprise et donc qui ne met pas à mal la santé financière de l'entreprise. Nous finissons avec ce critère en vert clair.
Des Pays-Bas, nous passons vers la Belgique pour la deuxième entreprise avec Colruyt Group. Colruyt Group, comme vous voyez, ça s'appelait précédemment établissant Frans Colruyt. C'est ce que nous avons vu sur le groupe sur le site avec les calendriers des dividendes. C'est tout simplement une entreprise belge de grande distribution qui a été fondée en 1950. Les effectifs pour cette entreprise sont indiqués ici à 37 250. Et si nous allons voir plus en détail pour ce groupe de la grande distribution, eh bien c'est un groupe qui commercialise notamment les produits alimentaires, des produits de soins, des jouets, des articles pour bébés, des produits multimédia et informatiques. Et la répartition de son chiffre d'affaires par activité, vous voyez que c'est la distribution de détail pour 81,2%, donc bien majoritaire. Ensuite, nous avons la distribution de gros pour 10,6% et nous avons quand même 8,2% du chiffre d'affaires qui est fait dans d'autres prestations telles que les prestations d'impression, réalisées d'imprimés informatiques et publicitaires, les prestations d'ingénierie avec la construction, l'intégration de machines destinées à l'automatisation de lignes de production. Nous n'avons pas ici la répartition du chiffre d'affaires géographique, mais vous voyez qu'il y a des filiales du côté de la Belgique, il y en a même beaucoup, y compris pour les entreprises et le grand public. Il y en a pour la France, il y en a pour le Luxembourg et il y en a au niveau des Pays-Bas, donc on voit déjà que le groupe est au moins présent dans toute une grosse partie de l'Europe. Ce groupe est donc diversifié au niveau de sa répartition géographique, au niveau de ses activités, même si c'est très concentré sur la distribution de détail, mais on voit qu'il y a plein de choses dans cette distribution, et ce groupe est présent depuis bien longtemps, et c'est donc du vert côté business que nous pouvons mettre. Vous allez retrouver bien sûr toutes les marques, que ce soit les marques grand public, les marques pour les entreprises, et les différents investissements qui sont faits par ce groupe, et vous voyez qu'il y a différentes marques, Spar notamment, qui est notamment connue. La capitalisation boursière pour Colruyt Group, elle s'élève à 3,569 billions, donc milliards d'euros. C'est encore une fois une grosse entreprise, une grosse capitalisation du Stoxx Europe 600, de ce gros indice des 600 plus grandes entreprises européennes, et c'est donc du vert pour ce critère. Côté résultat net, le net income en orange sur le graphique ici et le total revenu, le chiffre d'affaires, le voici ici sur le graphique. Nous prenons sur les 5 dernières années, nous voyons à l'œil nu que 2021 n'est pas une bonne année pour Colruyt et donc du coup ça va être plutôt baissier sur 3 ans par rapport à 2019 et baissier sur 5 ans également. Mais pas complètement baissier puisqu'on voit que 2019 est mieux que 2018 par exemple, et donc nous allons mettre ce critère en orange pour cette baisse globale mais pas totale. Au niveau de la suite, eh bien vous voyez que cette baisse, a priori on est effectivement dans un creux selon les estimations, ici les estimations en orange du bénéfice par action et le reporté que vous voyez en bleu sur les années passées. Nous sommes plutôt dans un creux qui aurait tendance à pouvoir remonter après. Donc du coup, ce critère en orange, si on voit un peu à l'avenir et que les estimations sont bonnes, eh bien cela devrait pouvoir se reprendre. Mais pour l'instant, ça reste un critère en orange. Au niveau de ce creux et de cette reprise, au niveau du chiffre d'affaires, eh bien on n'a pas du tout ce creux. On voit qu'au niveau du chiffre d'affaires, c'est plutôt une petite hausse régulière, mais vraiment qui est petite, donc c'est vraiment une grosse entreprise, c'est pas quelque chose qui va partir en exponentiel. Et voilà, à noter cette possible tendance à l'amélioration au niveau du bénéfice par action. Un critère en orange pour le moment. Côté cours de bourse, eh bien là, ça suit effectivement une trajectoire aussi baissière, puisque ce cours de bourse, il est en rouge et il est très baissier, avec 42,22% de perte en 5 ans. C'est donc bien plus que 5% par an. Et sur 3 ans, eh bien ça va pas être tellement mieux, puisque nous allons prendre ici 43,12% de baisse, c'est même encore pire. Et donc du coup, c'est très baissier sur 5 ans, très baissier sur 3 ans. Nous allons mettre ce critère en rouge. Le PE, le PER, cet indice de cherté du ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici à 12,51. Il se situe donc dans notre zone qui va de 10 à 17, qui est très intéressante au niveau de cet indice de cherté. C'est pas la plus intéressante, il est encore inférieur à 10 qui pourrait être plus intéressant, mais c'est quand même la zone que nous mettons en vert clair. Passons côté dividendes, et côté dividendes pour Colruyt Group, eh bien vous voyez que c'est plutôt haussier année après année. Nous nous concentrons sur les 5 dernières années et nous passons d'un dividende versé de 0,85 € par action à un dividende versé de 1,10 € par action. C'est donc en hausse, sans discontinuer ici, c'est donc un critère en vert.
Le rendement du dividende, il est affiché ici à 2,82%. C'est un rendement du dividende qui est élevé, qui se situe dans la zone qui va de 2 à 3%, c'est notre zone en vert clair, et il est même plutôt dans la partie haute de cette partie par rapport au cours de bourse actuel, bien entendu. Un critère donc en vert clair. Et associé à ce rendement élevé, eh bien vous voyez ici la distribution sur le résultat net, ou le ratio de distribution. C'est un ratio de distribution qui a l'air d'être plutôt bien maîtrisé, puisque vous voyez beaucoup d'années où ça a l'air d'être dans la politique de l'entreprise, où ça se situe aux alentours des 45%. Et donc tout cela est inférieur à notre zone des 60% et dans notre zone en vert. Seule l'année en 2022 est un peu supérieure avec 68%, ce qui le situe dans la zone en vert clair. Pour noter ce petit bémol, mais c'est vraiment un mini bémol, eh bien nous allons mettre ce dernier critère en vert clair, mais à noter qu'il n'y a vraiment aucun souci à se faire sur la santé financière de l'entreprise. Et nous terminons du côté de l'Allemagne avec la KGA UEC Co, qui est un équipementier automobile allemand spécialisé dans la fabrication de dispositifs d'éclairage et de composants électroniques. L'entreprise, elle, dispose de 118 sites de production qui sont répartis dans le monde, dans 39 pays. Déjà, au niveau de la répartition géographique, nous l'avons. L'entreprise, vous voyez qu'elle est très vieille, et bien nous avons aussi ça, le 1899 pour la date de création, même s'il y a un rachat par Faurecia qui est récent, et les effectifs sont de 38 000 personnes. Des détails pour cette société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de composants et de systèmes d'éclairage et d'électronique. La répartition de son chiffre d'affaires, on trouve tout d'abord la vente de composants et de systèmes d'éclairage électronique pour automobiles avec 84,4% du chiffre d'affaires, donc une grosse majorité. Ici, donc, les composants et systèmes d'éclairage et les produits électroniques, et tout ça à destination essentiellement des constructeurs automobiles. Ensuite, nous trouvons la production et la vente de pièces de rechange pour 15,6% du chiffre d'affaires, et tout cela est à destination des grossistes de pièces détachées et des garages indépendants. Et enfin, la fabrication et la vente de composants et de systèmes électroniques spéciaux pour 5,9% du chiffre d'affaires, et là c'est à destination des constructeurs d'engins agricoles, de chantiers, de bus, de remorques, de bateaux, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Donc là, nous avons non seulement une bonne répartition au niveau des activités, mais en plus au niveau des clients, puisque pour chacune des activités, ce sont des clients globalement différents. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, nous trouvons l'Allemagne avec 33,6%, 30,5% du côté de l'Europe, 17,7% du côté des Amériques et 16,2% autres, pour plus de détails sur cette répartition géographique qui est déjà bonne et cette diversification. Nous avons du coup des diversifications de partout, une société qui est bien implantée et bien ancienne, qui vient d'être achetée, et nous pouvons donc mettre du vert côté business. Bien sûr, plus d'informations sur leur site internet. La capitalisation boursière pour Hella, eh bien c'est 7,956 billions, donc milliards d'euros. C'est là encore une grosse capitalisation boursière de l'indice Stoxx Europe 600 des 600 plus grosses entreprises européennes. Et c'est donc du vert pour ce critère. Le net income et le total revenu, le net income en orange sur le graphique ici qui représente le résultat net et le total revenu le chiffre d'affaires. On voit que l'année 2021 est faible mais que l'année 2019 était en perte. Alors bien sûr c'est toujours pareil, c'est peut-être décalé au niveau des années et du coup probablement que les pertes correspondent à la crise pandémie de 2020. Mais peu importe, c'est la tendance que nous regardons, et en 2017 c'était un peu mieux. Du coup on voit une tendance à la baisse entre 2017 et 2021, donc sur les 5 dernières années, et par contre une tendance à la hausse sur 3 ans puisqu'on se remet de la pandémie et cela va mieux. Du coup cela nous donne quelque chose d'assez neutre, aussi baissier sur 5 ans mais haussier sur 3 ans. Nous allons donc mettre ce critère en jaune. Mais allons voir pour la suite au niveau des estimations, et c'est là où c'est intéressant, nous serions, selon les estimations qui sont ici en orange de bénéfices par action et le reporté, vous le voyez en bleu sur les années passées, nous serions plutôt dans un creux au niveau de cette pandémie, et peut-être même que 2019 correspondait bien à 2019, tout ça, ça reste à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est cette progression là qui est même assez forte, assez prononcée sur le graphique, et donc cette tendance très à la hausse pour cette société, et donc quelque chose qui est très croissant au niveau des bénéfices. Et cette croissance, eh bien, on la retrouve un peu moins marquée
certes au niveau du chiffre d'affaires, mais on la retrouve quand même au niveau du chiffre d'affaires. Et c'est cette croissance-là qui peut être effectivement jouée plutôt que la tendance actuelle qui est plutôt moyenne, hein, que nous avons mis en jaune. Et donc du coup, ce critère pourrait largement s'améliorer à l'avenir, passer vers du vert clair, voire du vert. Le cours de bourse, eh bien lui, il est déjà au vert, puisque effectivement, on voit que avant la pandémie, on est plutôt dans une correction, et que après la pandémie, là, eh bien, c'est une forte augmentation. C'est par rapport au plus bas, hein, c'est même 220% d'augmentation. Bon, il fallait vraiment aller au plus bas. Sur 5 ans, c'est 43,78% d'augmentation, c'est donc une grosse augmentation. Et sur 3 ans, eh bien, nous allons retrouver là aussi une grosse augmentation, puisque nous étions encore dans la correction, avec 77,67% d'augmentation. C'est donc très haussier sur 5 ans, très haussier sur 3 ans. Et cette belle tendance haussière, nous allons mettre donc ce critère en vert. Et ce qui est probablement joué ici, ce sont les estimations que nous avons vues, et c'est pour ça que c'est important de regarder ça, mais de garder en tête que ce sont que des estimations, et qu'il faut maintenant que ça se fasse exactement. C'est probablement ça qui est joué avec cette tendance haussière, c'est le fait que l'entreprise, les estimations sont bonnes pour l'avenir et plutôt en croissance. Le PE, l'indice de cherté, le ratio cours sur bénéfice, ou encore le PER, il est affiché ici à 43,20. Il se situe donc au-delà des 35, même bien au-delà des 35, c'est donc notre zone que nous mettons en rouge. Et cela s'explique effectivement par cette tendance très haussière, cette croissance, donc là ça s'apparente vraiment comme une société de croissance, et c'est plutôt ça qui est joué, même si du coup, quand c'est quand même au-delà des 35, attention méfiance, cela veut dire que quand même c'est déjà bien élevé et que du coup c'est déjà bien pricé, les estimations à la hausse, à voir bien sûr les moments où les plus favorables pour pouvoir rentrer, et bien sûr suivre si les estimations sont encore revues à la hausse ou en tout cas au moins perdurent dans le temps. Passons côté dividendes, et côté dividendes, c'est assez chaotique sur les dernières années. On voit sur les 5 dernières années, nous regardons de 2018 à 2020, on voit que c'est plutôt à la baisse, on passe de 1,05 € par action à 0,49 € par action, une coupure lors de la pandémie en 2020, un dividende exceptionnel avant la coupure. Donc tout ça fait quelque chose d'assez chaotique, mais globalement qui va vers une descente, puisque nous passons de 1,05 à 0,49, donc c'est plutôt baissier, même si c'est pas complètement baissier, puisqu'on voit que c'est assez chaotique. Donc cette tendance plutôt à la baisse de l'évolution du dividende, eh bien nous allons mettre un critère en orange. Et ce dividende, vous le voyez, il est affiché ici à 0,68%. C'est un dividende qui a le mérite d'exister, qui se situe dans la zone qui va de 0 à 1%, et c'est notre zone que nous mettons en orange pour dire que le dividende existe, et tout ça, avec tous les autres critères, font effectivement tendre vers une société vraiment qui tend vers la croissance et tente à réinvestir ses bénéfices. Et nous allons pouvoir le confirmer avec le ratio de paiement, le ratio de distribution. Bien sûr, il y a une année où il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas eu de dividende, et vous voyez que pour les autres, ils sont très bas, c'est-à-dire qu'ils sont même en deçà de 30,04 pour le plus élevé au niveau pourcentage, alors que notre zone en vert commence même en deçà des 60%. Donc du coup, c'est effectivement une politique de l'entreprise de ne reverser qu'une petite partie des bénéfices aux actionnaires pour pouvoir garder un maximum, pour pouvoir réinvestir et investir pour l'avenir, pour faire croître l'entreprise. Donc du coup, nous terminons avec ce critère en vert. Voici donc le bilan pour ces 3 entreprises éligibles au PEA qui font toute partie du Stoxx Europe 600, des 600 plus grandes entreprises européennes, et qui versent des dividendes début octobre avec une date de détachement entre fin septembre et début octobre. Des entreprises différentes, les 2 premières orientées plutôt fort dividende et la dernière orientée plutôt croissance. Du côté des Pays-Bas, pour Randstad, nous avons un dossier qui apparaît plutôt positif, car seul le cours de bourse est un peu baissier, assez neutre, et apparaît en jaune. Mais nous avons vu néanmoins quand même qu'au niveau des résultats, eh bien ceux-là ne sont pas si haussiers que ça. Ce vert clair pourrait, avec les estimations, tendre plus vers une tendance en jaune au bout d'un moment, en tout cas être sinon sur une croissance très molle. Dans tous les cas, c'est plutôt positif ici, et c'est pas les dividendes qui vont revenir mettre en cause ça, parce que le dividende
dividende est très fort avec le cours de bourse actuel, et en plus le ratio de distribution de ce fort dividende montre qu'il est relativement bien maîtrisé et que ce dividende est en augmentation, donc vraiment rien à se dire sur la santé financière de l'entreprise et un dossier qui reste plutôt positif. Du côté de la Belgique, avec Colruyt Group, c'est beaucoup moins positif, c'est même plutôt négatif du côté des 5 critères essentiels, puisque en plus du cours de bourse qui est très baissier, nous avons des résultats qui effectivement sont plutôt à la baisse, et c'est effectivement ce qui peut expliquer ce cours de bourse relativement baissier. Nous avons vu selon la tendance bien que cela pourrait se reprendre, que nous sommes peut-être dans un trou, mais il va peut-être falloir encore attendre pour cela, et ça paraît quand même plutôt négatif pour le moment. Du côté des dividendes, ce n'est pas ça qui va mettre à mal l'entreprise pour autant, c'est pour cela que la reprise se fera peut-être au bout d'un moment. Le rendement est relativement élevé, le dividende en augmentation et la distribution relativement bien maîtrisée, pas de souci de ce côté-là. Pour la dernière entreprise du côté de l'Allemagne, là nous changeons de type d'entreprise, nous avons un dossier qui apparaît plutôt mitigé dans le sens où le PER est très élevé, il est bien au-delà des 35 et dans la zone en rouge, et malgré tout le résultat n'est encore qu'en jaune et pas encore haussier. Néanmoins, ce qui explique effectivement, c'est plutôt mitigé comme dossier pour l'instant, mais ça va probablement passer plutôt positif, et bien c'est que ces résultats ici sont en train de complètement s'inverser, les estimations sont complètement à la hausse pour les prochaines années, c'est juste on va dire plutôt la pandémie qui est passée par ici. Et donc cela explique ce PER, on va dire très en avance sur les résultats à venir, et ce cours de bourse très haussier, même le plus haussier largement parmi les 3 entreprises ici. Donc du coup, quelque chose qui certes apparaît plutôt mitigé, mais qui du coup devrait normalement s'embellir. Du côté des dividendes, certes, il y a des critères en orange, mais c'est parce que ça pour vous montrer que l'entreprise ne va pas vers cette dimension-là, pas actuellement en tout cas. On voit un rendement qui est là pour exister, le dividende a l'air d'avoir été plutôt baissé pour les dernières années pour pouvoir réinvestir, et tout cela se voit avec le ratio de distribution qui est relativement faible, et pour aussi passer peut-être le fait que la période était assez compliquée avec la pandémie Covid. Mais tout cela devrait s'améliorer, et au niveau des dividendes, il faudra voir, une fois que l'entreprise aura fait sa croissance, si elle décide de l'augmenter ou non avec les années à venir, et si les estimations restent bonnes. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt avec ce tableau avec plein de couleurs très différentes et des entreprises très différentes. À bientôt.